Odessa, début mars. Arrivée du roi de la saucisse et de ses conseillers gardes du corps. Les saucisses sont ukrainiennes, mais le roi est suisse. Hilmak, c'est la marque des saucisses. Hilpert, Max Hilpert, c'est le nom du roi de la saucisse. L'usine de Max Hilpert produit plus d'1 tonne de saucisses par jour et chaque jour, Max vient vérifier la bonne marche de l'entreprise qu'il a mise en place voilà tout juste 4 ans. Les 30 ouvriers sont ukrainiens, mais les recettes sont suisses et même mieux que suisses. Ici, on prend que de viande, on met dans les saucissons et en Suisse, il y a beaucoup de la graisse, mais ici, c'est le contraire. La graisse est très très cher parce que les gens ici, ils aiment beaucoup la graisse. Et c'est pour ça on met plus de la viande de bœuf dans les saucissons. La plupart des ouvriers travaillaient déjà ici auparavant, quand tout appartenait à l'État. Mais ils préfèrent avoir un patron capitaliste. Ah oui, pour eux, c'est beaucoup plus mieux. Parce que premièrement, tous les mois, je lui paye de salaire et aussi des produits. Tous les gens ils, prennent 2 kg par semaine de saucisson et 2 kg de la viande. À Odessa, le communisme a disparu, pas la grisaille ni la pauvreté. Seuls, les trams arborent quelques couleurs et dans les rues de la ville, les camionnettes de livraison appartenant à Max Hilpert sont à l'image de ces saucisses, un véritable luxe. Pourtant, nombreux sont les magasins qui sont approvisionnés chaque matin en produits Hilmak. La publicité, diffusée régulièrement à la télévision ukrainienne, y est sans doute pour beaucoup, mais même si elles sont vendues 20 ou 30% plus chères que celles de la concurrence, les clients qui en ont les moyens s'arrachent littéralement les saucisses de Max Hilpert. Ici, manger suisse, c'est manger riche. À Zurich, Max était banquier, pas charcutier. C'est son frère, paysan en Argovie, qui lui a donné les premiers conseils. Et maintenant, dans une autre usine désaffectée qu'il vient de louer en rase campagne, Max s'apprête à devenir fabricant de spaghettis. Les travaux sont quasiment terminés et une équipe d'ingénieurs italiens est venue sur place pour remonter une chaîne de fabrication rachetée à bas prix à une entreprise suisse en faillite. Dans quelques semaines, les premiers paquets de spaghettis sortiront de l'usine et même l'armée russe a déjà envoyé un représentant en Ukraine afin de s'approvisionner en spaghettis suisses. Les ouvriers sont sous pression, mais pas Max Hilpert qui semble se jouer de toutes les difficultés et qui trouve la vie bien plus passionnante ici qu'à Zurich. À 50 ans, malgré la mafia locale, malgré l'administration tatillonne, il a découvert qu'il est possible de refaire sa vie, en affaires et en amour. Je crois que j'ai réussi quelque chose. C'est pour ça que je suis très heureux à ce moment-là. Ce bonheur, il le partage avec Yulia, sa jeune femme ukrainienne, et aussi avec les ultimes descendantes de la colonie suisse d'Ukraine. Lydia, 93 ans, a rencontré son futur mari, le vaudois César Donny, juste après la Première Guerre mondiale. Une colonie entière était venue de Suisse. Un jour, j'ai rencontré mon mari qui en faisait partie. C'était une colonie importante, rien que des Suisses. C'est là que nous nous sommes connus, nous nous sommes aimés et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Mais en 1926, César Donny est assassiné. Lydia reste seule avec leur fille unique, Vala, qui grandit au contact de ses cousins. Puis survient la Seconde Guerre mondiale, et c'est la fuite en barque sur la mer Noire, Bucarest, puis Vienne, et au bout d'un long et périlleux voyage, la découverte de la Suisse. La presse lausannoise relate leur odyssée. Vala Donny se souvient.
Je me souviens d'avoir mangé du chocolat suisse et aussi d'avoir fait des balades à Genève, à Lausanne ou dans la montagne. J'avais 18 ans, mais on m'en donnait bien davantage. Pourtant, Lydia et Vala ont la nostalgie de leur vignoble ukrainien. À Lausanne, un agent soviétique les convainc de retourner au pays. Il ne leur sera fait aucun mal. Les deux femmes repartent en 1947 avec leur passeport suisse, aussitôt confisqués à la frontière. On nous a tout pris, on nous a pris les passeports, tout, se souvient Lydia Doni. Revenues à Odessa, les deux femmes tentent bien quelques démarches auprès de la légation suisse à Moscou, sans succès. On est en pleine guerre froide. Et ce n'est que ces dernières années, avec la perestroïka puis l'indépendance de l'Ukraine, qu'on redécouvre leur existence. L'ambassade suisse leur envoie un fauteuil roulant, une invitation pour la fête du 1er août et chaque mois, une somme de $100 que leur apporte à domicile Max Hilpert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Max Hilpert, qui pour les mêmes raisons fait chaque mois avec sa femme Yulia le voyage de Chabot, autrefois Chabag, au bord du lac Liman. C'est là que, dès 1822, s'étaient établis les premiers colons vaudois. C'est là que vit, aujourd'hui encore, une lointaine petite cousine de Lydia, Maria Doni, qui a réussi à conserver la maison où elle vivait avec son mari, un vaudois dont la famille était arrivée ici au début du siècle. Au fond du jardin, au bas du vieil escalier aux marches écornées, la cave est toujours là, avec les bocaux de fruits que Maria offre aux trop rares visiteurs, avec aussi les tonneaux d'autrefois, dans lesquels elle conserve un peu de ce vin blanc qui a toujours, dit-elle, le goût de la Suisse. À la différence de Lydia, Maria n'est jamais allée en Suisse, mais comme elle avait autrefois appris le français, qu'elle parlait en famille. Comme Lydia, Maria a aujourd'hui tout oublié de la langue de ses ancêtres. Il ne lui reste que le souvenir confus d'une époque heureuse et révolue, et aussi quelques pieds de vigne qu'elle cultive tant bien que mal et qui font sa fierté. Parfois, elle se penche sur la photo jaunie de ses 20 ans, ou sur celle plus récente de son fils, qui a eu la chance de se rendre une fois à Lausanne et qui travaille désormais à Odessa. Gardera-t-il le souvenir de ses lointains ancêtres suisses, de l'épopée des vignerons vaudois d'Ukraine, de l'épisode où leur village fut rattaché à la Roumanie, et de toutes ces années où il était même interdit de se rappeler qu'on avait, dans les veines, un peu de sang et dans le cœur beaucoup de nostalgie d'un pays lointain et inaccessible qui se nommait la Suisse. Retour à Odessa. Au pied du célèbre escalier monumental, le port est encore partiellement pris dans les glaces d'un hiver qui a été particulièrement long et rigoureux, pour la nature comme pour les hommes. Quant au cuirassé Potemkin, il a été remplacé par un navire-hôtel géré par une société suisse. Yulia et Max Hilpert s'y rendent parfois. C'est le seul établissement d'Odessa à disposer 24 heures sur 24 de chauffage, d'électricité, d'eau courante. Le prix d'un repas équivaut au salaire mensuel d'un Ukrainien moyen. C'est dire qu'hormis les étrangers, seuls les nouveaux riches et les membres de la mafia locale peuvent s'offrir pareil luxe. Pensez, avec un seul dollar, on obtient en ce moment plus de 200 000 coupons ukrainiens. Et comme les prix sont affichés en dollars, Claude Burkhalter, fribourgeois d'une trentaine d'années, passe l'essentiel de son temps à compter les billets. C'est les nouveaux Russes qui ont réussi dans les affaires et qui ont l'argent. Ça fait partie de ces 5% de nouveaux Russes qui possèdent le pouvoir et l'argent. Et le 95% d'autres rêvent et travaillent pour ces 5%. Le problème en Russie, c'est qu'en Russie, en Ukraine, il n'y a pas la classe moyenne. En Suisse, avec quand même une classe moyenne qui arrive à dire son mot. En Russie, il n'y a pas. Il y a les pauvres et les très riches. Ce n'est sans doute pas demain que des Suisses s'établiront à nouveau en masse sur les bords de la mer Noire. Le temps des vignerons vaudois est définitivement révolu et rares sont ceux qui ont le temps de s'en souvenir. Même si ce n'est pas encore la saison du dégel, c'est désormais celle des affaires. Les nouveaux colons auraient tort de s'en priver.